Amis auditeurs, bonsoir. Vous le voyez au fil des émissions, l'artisanat est un thème inépuisable. Il est fondé sur le geste de la main comme outil, sur l'importance de la transmission, mais aussi se fonde sur une esthétique certaine. Tous ces métiers traditionnels développent chacun dans leur domaine leur propre esthétique. C'est ce que nous découvrons en filigrane le long de nos émissions. Ce soir, nous parlerons d'une esthétique particulière commune à certains métiers et que nous côtoyons au quotidien, l'esthétique de l'élégance. Cette esthétique particulière est nécessairement classique et aujourd'hui évoquée avec Long Liu, artisan bottier et fondateur de Les Beaux Souliers. Je suis Benoît Aguelon, patron de l'émission Le Libre Jeu du Journal des Artisans première partie, et vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Ce soir, nous parlerons donc de l'esthétique des souliers, appelée aussi la chalcéophilie. Se chausser selon les canons et le style classique ne doit pas être vécu comme une contrainte ou un apprentissage difficile. Bien au contraire. Les quelques bases que nous allons évoquer ce soir doivent être autant de briques dans la construction de votre propre élégance, selon votre propre itinéraire d'élégance personnelle. L'élégance classique n'est pas un carcan. C'est un ensemble de règles de bon sens pour vous simplifier la vie au jour le jour. Concernant les souliers, messieurs, ils doivent être vos meilleurs alliés. Vous ne devez pas être contraints sous peine de douleur, voire d'impossibilité à marcher. Par ailleurs, il paraît qu'avec le regard, les mains, les souliers sont la troisième partie de la silhouette que les femmes jugent. Alors, abordons ensemble ce soir ce sujet si passionnant, important, mais aussi délicieusement léger que les atours de nos pieds. Long Liu, fondateur de Les Beaux Souliers, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir et merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir de venir ici. Merci, c'est réciproque. Alors, tout d'abord, Long, une question simple. Qu'est-ce qu'un soulier et pourquoi parlons-nous de souliers plutôt que de chaussures ou de grolles ? On commence fort, Benoît. On commence fort. Alors, on commence fort. Parler de souliers, parler de chaussures, vous parlez de grolles. Intuitivement, on sent comme une sorte de dégringolade sémantique, dégringolade même à l'oreille, parce que soulier, c'est un joli mot, ça sonne bien. Ça sonne beau, je trouve. Grolle, il y a une lourdeur. Il y a quelque chose d'assez agressif pour les oreilles. Plusieurs définitions, et là, évidemment, ça ne vaut pas plus que mon opinion et mon avis. C'est pour ça qu'on vous a invité. Je ne suis pas une blogueuse ni une influenceuse qui, avec des fichiers Excel, va vous dire, pour telle occasion, portez telle chaussure, telle grolle, ou que sais-je. Moi, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à votre question que je jugerais essentielle. Il y a une sorte de coquetterie de mots, c'est quelque chose de très très français, parce que quand vous regardez bien, j'ai essayé, parce que vous voyez, j'ai un site internet, parce qu'on est obligé d'avoir un site internet, j'essaie de traduire le site en anglais, Les Beaux Souliers, je cherche le mot soulier en anglais on dit shoes, et c'est terminé. Uniquement. Alors en français, en grolle, pompe, soulier, et on sent tout de suite une nuance, et là j'appelle ça de la coquetterie, voilà, de vocabulaire, c'est de la coquetterie très très français. Un petit stomisme peut-être. Un peu, mais alors, quand on regarde un passionné de voiture, il parlera jamais de voiture ou de caisse, il va vous parler d'auto. Oui. Quelqu'un qui est passionné de montre, il ne vous parlera jamais de montre, de watch, avec l'anglicisme, il vous parlera de toquante. Ou de garde-temps. De garde-temps. De garde-temps, ça c'est formidable. On rentre dans la poésie. Et quelqu'un qui est passionné de chaussures, et je mets ça entre guillemets, parce que j'utilise très très rarement, le terme chalcéophile. Alors, je reviendrai sur ce terme-là aussi, mais chaussures, je l'utilise à dessein pour désigner des objets bien précis. Je vais m'expliquer juste après. Et moi, j'utilise, en tout cas pour ce que je produis, j'utilise le mot soulier, parce que oui, vous êtes artisan, vous avez également un Benoît. Vous savez à quel point il est dur d'être millionnaire dans ce métier. Oui.
J'ai trouvé c'est un métier passion. C'est un métier de passion et j'ai trouvé juste une façon d'être millionnaire dans le métier de l'artisanat, c'est de commencer milliardaire. C'est ça, tout à fait. C'est une dégringolade. Alors voilà, le premier élément de réponse par rapport à votre question, c'est la coquetterie, la distinction par le mot. Et juste par le mot, on s'élève déjà un peu par la sonorité et par la richesse du vocabulaire que d'autres langues n'ont pas. Je ne suis pas polyglotte à ce point-là. En anglais, qui est quand même une langue majoritaire dans ce monde, on n'a pas cette distinction. Ils sont donc condamnés à porter des choses toute leur vie, alors que nous, on a le choix entre porter des chaussures, porter des souliers, même s'imaginer, vous voyez, porter des souliers. L'autre élément que j'apporte par rapport à ça, alors effectivement, je reste un peu dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est passionné ou particulièrement à la recherche d'une certaine esthétique, d'une certaine élégance. Et vous parliez de parcours d'élégance, alors je trouve ça très très intéressant comme concept parce qu'à un moment donné de notre vie, on commence tous avec des chaussures. Oui. Et quand on se comporte bien, et quand on a un chemin, et quand on est guidé, quand on est sur des bons rails, à un moment donné, et ce que je souhaite à tout le monde et à tous les auditeurs, à un moment donné, on arrive à porter 12 souliers. Quelle définition concrète je donne à ça? Les chaussures, c'est fait pour marcher. Hein. Oui. On porte une chaussure et on fait un pas devant l'autre, on part d'un point A et d'un point B, mais il y a une notion uniquement géographique et utilitariste. Oui, voilà. Le soulier, et c'est pour ça que j'aime beaucoup votre concept d'itinéraire, ben, voilà, c'est un chemin. Hein, c'est un chemin. Oui. On est rarement avec des souliers, sauf quand on a beaucoup de chance ou quand on est bien né. J'imagine que dans la famille royale en Angleterre, on y est tous, mais c'est important. On est artisan aussi. Voilà, c'est artisan bottier. Et voilà, ce qui est... Alors, je vais citer un auteur qui peut-être pas... Je pense que vous ne l'aimez pas, mais voilà, Kerouac. Oh, allons-y. Kerouac, bon, l'important, c'est le chemin. Ouais, c'est la route. Hein, oui, tout à fait. On va dire. Alors là, donc, il y a ce deuxième élément que j'apporte, un peu comme ça, hein, philosophique, onirique. Il y a un mouvement, mais qui n'est pas géographique. Il y a un mouvement ascensionnel, il y a un mouvement... Un parcours hein, qui vous amène vers l'élégance ou qui vous amène quelque part, enfin, vers votre conception de l'élégance. Et troisième élément, j'ajoute des éléments un peu assez techniques. Et là, on va parler d'artisanat. Moi, j'aime bien désigner un soulier par la quantité de gestes manuels qu'on met à l'intérieur. Et là, on s'approche de plus en plus de l'artisanat. C'est la charge émotionnelle, en fait. Et il y a une charge émotionnelle. Derrière, en tant qu'artisan, qu'on met derrière la conception d'un soulier ou exactement comme un costume. Absolument, absolument. Et vous voyez, quand on met à peu près à partir du moment où vous rentrez dans mon atelier, où vous en sortez quelques mois après, hein, je parle de mois, il y a peut-être une centaine d'heures de travail. Une centaine de travail mis bout à bout, mais on va réfléchir sur votre paire. On va se voir beaucoup. Je vais connaître beaucoup de votre intimité parce que je vais connaître votre pied. Et puis en discutant, c'est un peu comme les tailleurs. On connaît quelques secrets de famille. Je sais si ça marche dans votre métier. Je connais quelques histoires familiales. Il y a toujours un grand-père qui avait une belle paire de bottes quand il était officier et ou autre. Et voilà, la charge émotionnelle qu'on a là-dedans, c'est la relation que l'artisan va construire avec son client. Les heures ensuite qu'on va passer, on va penser à vous. On va penser à vous hein, pendant ces heures de façon. On va coudre, on va découper du cuir. On va concevoir, on va essayer, on va se planter, bien sûr qu'on va se planter, mais on va recommencer. Et après, on arrivera à quelque chose de beau, on arrivera à quelque chose de bien. Et c'est là, je dirais, la dernière marche un peu mais ça encore entre guillemets, le concept de chaussure qui vous amène d'un point A à d'un point B sur un critère purement géographique. Voilà, quand on a une paire de souliers, quand on va voir un artisan chez moi ou chez un autre, hein, ou un autre bottier, on fait un chemin et on arrive quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça, on passe la porte, et on rentre dans un univers que n'offre pas le prêt-à-chausser industriel, les souliers, les chaussures avec des semelles en plastique et tout ça. Voilà, bien sûr. Et
Il y a des mouvements, j'aime bien prendre cet exemple à chaque fois parce que c'est très technique, hein, un soulier. Après, on peut en reparler après si vous le souhaitez, mais il y a une opération sur la couture trait-pointe. Hein, je vous expliquerai après ce que c'est si ça vous intéresse. Mais Bien sûr. Dans une usine, un ouvrier qualifié, hein, et il n'y a aucune critique, c'est juste qu'on parle de produits manufacturés par rapport à un produit artisanal. Je vais faire ce geste, hein, si on me voit, vous voyez la machine. Oui, l'émission pour nos chers auditeurs qui nous écoutent sur un radio sera rediffusée en vidéo. Donc vous pourrez vous connecter sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie. Alors je vais faire le geste et on va imaginer que j'ai une machine à coudre industrielle devant moi pour coudre toute cette partie. Alors c'est pas fini à ce point-là, il n'y a pas de chaussure pré-finie, mais voilà, le mouvement que je vais faire là, hop. Oui, ça a duré entre 30 secondes et 1 minute. Donc c'est un mouvement circulaire pour nos auditeurs. Voilà, et un mouvement qui va venir cliquer au niveau de la semelle. Le contour de la semelle, ce que s'appelle la couture trait-pointe. Dans une manufacture, ça prend pas plus de sens que ce que je vous ai montré. Ouais, ça prend 30 secondes, 1 minute. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. L'ouvrier est qualifié. L'ouvrier sait ce qu'il fait devant la machine. Et effectivement, on est dans l'industrie, dans la manufacture, donc les budgets ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'entendre aussi. Donc, il n'y a pas de nivellation, hein, j'allais dire. Moi, dans mon équipe, au Beau Soulier, ça peut prendre 2 jours. Ça peut prendre 2 jours pour faire... Ça prend 2 jours pour faire cette opération, qui est une opération effectivement de la trait-pointe, donc qui est liée la semelle au-dessus du soulier. C'est ça. Et quand on parle de trait-pointe, j'ai pas amené de soulier qui est pré-fini, mais voilà, quand on parle de trait-pointe, c'est cette bande de cuir en fait. Alors imaginez que la semelle n'est pas encore posée en fait, qui va faire tout le contour du soulier. Oui, tout à fait. Pour renforcer les bords de la semelle. Renforcer les bords de la semelle, et la semelle va venir se coudre sur cette trait-pointe. C'est pour ça que quand on use une semelle, on va enlever la semelle, et si la trait-pointe est usée, on l'enlève, mais ça ne va pas attaquer plus de choses que ça. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai un de mes souliers qui est chez vous et dont la semelle était particulièrement usée. Bien usée. Bien attaqué. Hein. J'ai d'ores et déjà un message d'auditeur. Alors, nos auditeurs sont très intelligents et ont aussi des lettres. Bonsoir messieurs, chalcéophile est formé d'un mot latin et d'un mot grec. Les Grecs d'aujourd'hui ont 2 mots aussi. Hypodémata pour le grec soutenu, ce qu'on lit sur les vitrines, et papouzia. Les bas de bouche turcs ne sont pas loin, donc notre auditeur a l'humour, pour la vie courante. Excellente émission. Merci, chers auditeurs, pour cette précision. Donc, hypodémata, pour dire effectivement chalcéophile, qui est une sorte de barbarisme romano-grec. Ouais, voilà, c'est exactement. Alors, chalcéophile, moi, j'aimerais bien parler de ce mot parce que j'avais un copain d'ailleurs qui a monté une boîte pour vendre des chaussures qui s'appelait le chalcéophile. Tout à fait, on a même. Ouais. Rémi, si tu nous entends. Rémi, si tu nous entends, il a vendu sa boîte depuis. Mais chalcéophile, moi, je me suis toujours interrogé. Effectivement, c'est un barbarisme. Enfin, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est un néologisme. En réalité, c'est un mot qui a été inventé d'une construction. Et comme ça sonne latin, ça semble érudit, ça semble vrai. Oui. Je pense que ça arrivait avec les blogs, les forums, etc. Quoi. Oui, il y a le rôle des blogs qui est... on peut en discuter quelques instants, mais qui est... lorsqu'on a un blogueur qui vient nous voir, que ce soit pour les costumes comme pour les souliers, on sent toujours que le client a lu des blogs et va appuyer sur des petits points très importants pour lui et qui sont en fait pour nous des aspects techniques tout à fait triviaux. Par exemple la trait-pointe, il va nous poser des questions sur la trait-pointe, il va nous poser des questions sur le revers et tout ça, des costumes, c'est très marrant de voir ceci. Ouais, c'est très drôle. On les voit arriver à 500 mètres. Ouais, c'est très drôle, mais après je voudrais pas dire des choses négatives sur toute il y a une grosse période, enfin, je trouve que ça existe encore sur tous les blogs, les forums, les comptes Instagram, etc. Ça permet de découvrir la chose. Ouais, moi je pense qu'il y a un côté positif de faire découvrir, de ramener ça au public, et effectivement comme ça, c'est le médium majoritaire aujourd'hui, Internet, ça va vite, il y a des images, il y a des textes, et puis maintenant il y a ChatGPT, alors ça va encore mieux. Il y a un côté positif.
côté positif de tout ça, c'est que voilà, on ouvre un peu, on ouvre un peu les sujets, ça ouvre des intérêts et ça suscite de la curiosité. Et puis les personnes viennent, mais là où c'est très drôle et s'il vous plaît, croyez-moi, je ne juge pas et je ne me moque pas. C'est mignon quand ils arrivent avec des questions sur une trépointe. C'est mignon quand ils viennent vous challenger sur comment vous avez piqué votre plastron sur votre toile, quelle toile vous utilisez, voilà. Enfin, je veux bien répondre, mais j'allais dire. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu vas en faire de cette réponse? Ouais, mais il y a un côté mignon, il y a un côté découverte. J'ai comme vous, hein, j'ai des enfants, ils me posent des questions parfois et un peu naïve, un peu candide, on va dire, et on leur répond parce qu'il y a un peu de pédagogie à faire. Mais là, on est vraiment dans un. Et je reprends, j'aime beaucoup votre concept de parcours d'élégance. Il y a un devoir de pédagogie de l'artisan, il y a un devoir, j'utilise un mot très fort, peut-être d'éducation, hein, même d'évangélisation. Même parfois. J'ai encore plus loin. Si on y va à fond, on va parler d'évangélisation. En effet, mais c'est important de bien nommer les choses. C'est important de poser les bons mots. Alors oui, il y a un côté très positif. On balance beaucoup d'infos, mais voilà, balancer de l'info, c'est important. Mais il faut aussi diffuser de la connaissance, et ça, c'est peut-être encore plus important. C'est ce qui fait partie de notre travail de transmission. Auparavant, effectivement, la transmission se faisait dans le métier. C'est aussi une partie de notre travail, la transmission. Mais aujourd'hui, étant donné que notre part de marché, entre guillemets, de l'artisanat est minime, je dirais plusieurs zéros après zéro en termes de pourcentage, eh bien, aujourd'hui, cette transmission se fait aussi par le biais, justement, des gens qui vont découvrir et qui ont la candeur de la découverte et de la curiosité. C'est vrai. Et j'ajouterais même à ce que vous dites, effectivement, avant, on avait vous saviez avant comment ça se passait, hein, le tailleur était le leader, ce qu'on peut même appeler de leadership d'opinion. Il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui la mode, ça s'appelait pas la mode avant. Je rappelle que sur Radio Courtoisie, on évite les mots anglais, on va sans doute avoir des messages d'auditeurs sur les mots anglais, donc vous étiez le leadership d'opinion, donc vous étiez, on était les prescripteurs. Ouais, prescripteurs, alors on va dire ça, on va dire prescripteurs. Aujourd'hui, la transmission de l'artisan vers le client se fait de plus en plus rare pour les raisons que vous évoquiez. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y avait une autre transmission avant. Il ne faut pas l'oublier, c'était générationnel. De grand-père à père, à enfant, à petits-enfants, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se perd. Alors évidemment, quand on ferme la source et quand l'aïeul a pu accès à pour X raisons, soit parce qu'il le veut, soit parce qu'il le subit, qu'est-ce qu'il va transmettre après, quoi. Et effectivement, on peut faire une ellipse générationnelle qui est rattrapée de manière parfois maladroite, parfois candide, par peut-être les blogs et les forums. C'est pour ça que je regarde ça d'un œil tendre, en fait. Oui. C'est ça, d'un œil tendre. Après, c'est vrai qu'il y a certains comportements j'ai lu sur Internet. Vous savez, j'ai quelqu'un de ma famille qui est chef étoilé, et il y a toujours quelqu'un qui va deviser sur le vin. Alors que on sait très bien qu'il y a très très peu de gens qui savent faire la distinction, qui ont le palais pour goûter beaucoup de vin. Les sommeliers, c'est quelque chose d'un art très très subtil. Il y a très très peu de gens qui ont accès à cette palette, à toutes ces nuances de goût. Mais ça fait le malin dans le resto. Alors des fois, ça peut agacer, mais voilà, je pense qu'il faut regarder ça d'un œil bienveillant. C'est exactement la question qu'on peut avoir. Est-ce que vos cuirs sont de qualité ? Voilà. Parfois on ne sait pas répondre. Ouais, parfois on sait pas répondre. Parce que c'est pas que ça. Puis on le verra. C'est aussi une architecture, c'est un intérieur. Il n'y a pas que le cuir. Il y a tout un montage. Il y a tout un fixage qui fait qu'un soulier est de qualité et on ne s'arrête pas au cuir. Ouais, on aurait du cuir de porc de premier prix. On arriverait quand même à peut-être faire quelque chose avec un artisan. Ouais. Tandis qu'un cuir de porc fait à la machine, une chaussure faite de cuir de porc à la machine, ou même du cuir synthétique, qui n'est pas du cuir d'ailleurs, ça a été reconnu d'ailleurs en justice, eh bien, ou du cuir végétal. Je tiens à dire aussi que ça n'a pas été reconnu aussi en justice.
et donc on n'a pas le droit d'utiliser cuir lorsque c'est issu d'autre chose que d'un animal. J'ai perdu ma phrase. Ouais, non, c'est vrai que la question un peu facile qui demande plusieurs choses, hein, une fois encore, parce que moi je suis quelqu'un d'optimiste, hein, je vois le côté positif, ça montre une certaine curiosité, ça montre déjà un premier pas vers j'ai envie de savoir, je veux avoir accès à la connaissance et en même temps, je me sens super savant ou sachant parce que j'ai lu sur le blog de Matel que le cuir, le machin, le tannage, etc. Bon, savoir quelque chose, c'est que le sujet des matières premières sur une pièce artisanale, on va parler économiquement. Ça fait partie des coûts fixes. C'est une commodité quelque part. Tout le monde a le même prix sur le marché. Oui. Ce que vend un artisan, c'est de la matière la matière première, certes. Mais par rapport au nombre d'heures qu'on va passer dedans, la différence et ce qui va constituer le prix à la fin, c'est les heures qu'on va passer dessus. Oui, il y a ça, mais je voudrais rajouter encore une fois la charge émotionnelle, c'est-à-dire le lien qu'a le bottier ou le tailleur avec son client pour en faire, entre guillemets, je parlais en termes économiques, faire aussi des projets. Alors, Long, comme moi-même, sommes issus du monde du conseil. Et effectivement, lorsqu'on parle projet, on voit parfaitement ce que c'est. Et chez nos clients, finalement, en fait, on fait du conseil en image et le livrable et le soulier ou le costume. On a retourné, en fait, on a retourné la chose. On a retourné le modèle d'affaires pour développer vraiment un lien. Et on le voit parmi ses clients, il y a une dimension initiatique qui est énorme. C'est qu'on découvre, il découvre le client, l'architecture et la création au fur et à mesure, étape par étape. Ouais, c'est vrai que on reste dans le champ lexical du conseil du projet. Ouais, c'est vrai, le livrable, après l'objet artisanal qu'on voit, le costume ou le soulier. Et c'est vrai, la charge émotionnelle, c'est que d'un coup, on va se trouver super proche d'une personne qu'on ne connaissait pas 5 minutes avant de rentrer dans son atelier. Il va vous regarder, vous allez faire exactement ce qu'il va vous demander, qui que vous soyez. Hein. Vous voyez, vous pouvez être un chef d'État, oui. Vous pouvez être un roi, vous pouvez être un ministre, et vous pouvez être aussi un quidam. Hein. Mais là, je vais vous dire, levez le pied, mettez-vous sur un pied. Si je vous dis de mettez un genou à terre, parce que je vais regarder ce que ça va faire, qui que vous soyez, vous allez le faire, Et là, il y a une relation de confiance que l'artisan doit gagner. Hein, et là, on le gagne à quoi ? On le gagne à la crédibilité. Enfin, là, on le gagne il n'y a qu'une seule chose qui compte, hein, c'est l'objet final à la fin. Est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas ? Mais pour arriver à cette étape-là, au début, il y a un pari et après, il y a de la confiance. Mais voilà, on confie beaucoup de choses parce que c'est quand même du budget, c'est quand même du temps. Et quand on rentre, comme vous dites, dans un projet, moi, je mets 3 mois, 6 mois, 9 mois quand je suis un peu en retard. Alors, quand je dis quand je suis en retard, c'est parce que j'ai raté quelque chose et j'ai recommencé. Mais ça, je ne le dis jamais au client. Oui. Non, mais il faut le savoir. Hein, c'est vrai. Quand on livre en retard, c'est à l'avantage du client. C'est parce que je ne suis pas content et j'ai demandé à l'équipe qu'on le refasse, hein, tout simplement. Et et pendant tout ce temps-là, le client va commencer à s'inquiéter, il va se poser des questions, il va se demander s'il a fait les bons choix. Est-ce que j'aurais dû prendre le noir, le rouge ou le marron ? Et oui, et ça crée de l'émotion. Est-ce qu'il y a un problème ? Et puis, et après, c'est toujours pareil quand on a fini la première paire. Moi, alors je sais pas si ça le fait avec les costumes, mais quand on finit la première paire, le client me parle souvent de la seconde paire. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Et il y a à chaque fois, je sais pas, il y a l'adrénaline ou je sais pas, il y a un truc un peu émotionnel qui fait que on en a envie. Et je veux dire, c'est tellement rare de créer une émotion. Et là, je parle pas de marketing parce que l'émotion, là, on a été pareil dans des études où on nous parlait d'émotion parce qu'on regarde une pub à la télé. L'expérience digitale, tout tunnel, tout ce que vous voulez. Toutes les bêtises qu'on peut nous sortir en termes de marketing. Ouais.
Et alors que là, l'émotion qu'on a, l'émotion de l'attente, l'émotion qu'on a par rapport là, ok, il me dit de faire des choses et comme c'est la première fois, c'est la première fois que je rentre dans le monde de la mesure, je vais gober absolument tout ce qu'il dit. Est-ce que c'est un escroc? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce qu'il connaît vraiment son métier? Parce que là, c'est quand même du temps, c'est quand même de Oui. l'argent. Et après, il va se demander, parce qu'il me pose plein de questions, est-ce que j'aurais pas dû lui dire de prendre un cuir vert? Est-ce que j'aurais pas dû lui dire non quand il m'a dit oui? Est-ce que j'aurais pas dû dire oui quand j'ai dit non? Ça dure pendant le tout projet. Et quand on livre, mais quel soulagement! Quel soulagement Quel pour lui! soulagement. Et quel soulagement pour nous aussi quand on le Oui. voit partir, gambader dans la rue. Bah, on est fiers, mais aussi on est content d'avoir livré parce qu'on va pouvoir passer à autre chose. Alors on va pouvoir pas. Exactement, on a arrivé. Voilà, comme je disais tout Ça à y l'heure, est, c'est fait. la distance. Voilà, c'est fait. Alors quand on réussit, voilà, on est encore plus content. Quand c'est pas réussi, alors ça m'est arrivé il y a pas longtemps, on recommence. Et là, Oui, on se toujours. reprend 3 Faire mois. et défaire, c'est toujours faire. Voilà, et c'est faire et Comme défaire, disait c'est ma toujours grand-mère. faire. Exactement. Et là, on le fait physiologiquement, on le fait physiquement, et ça plaît pas à l'équipe, ça plaît à personne parce que c'est quand même un échec, et nous aussi. Et voilà, Oui. on crée quelque chose. C'est côté charge émotionnelle de la chose. Mm, C'est côté charge émotionnelle, c'est que lorsqu'on a pris du temps, mm. on se pose pas cette question de rentabilité. Alors, bah ouais, On non, n'a là, pas le alors droit là, de dire non, quoi. On n'a pas le droit de dire non. non, on n'a pas le droit de dire non. Et puis voilà, alors sur l'équation économique, alors évidemment, les heures au carré qu'on passe dessus, qu'on ne devrait pas passer si on était, si on était avec un chronomètre, avec des équations de rentabilité un peu compliquées comme dans comme dans les entreprises cotées Oui. à la bourse. Non, on sortirait pas la qualité qu'on sort là, quoi. Bah, disons qu'on n'améliore pas notre résultat d'exploitation de 15% par trimestre. Non. Non, très loin. Non, là, clairement non. Comme vous non, disiez quoi. tout à l'heure, il faut être milliardaire pour être artisan et pour devenir millionnaire. Pour être millionnaire, ouais, c'est la seule façon d'être millionnaire. C'est ça. Il y a beaucoup de similitudes. On n'arrête pas de faire un coup de ping-pong avec nos expériences. Effectivement, itinéraire d'élégance. Finalement, en fait, ça nous permet de grandir avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va de projet en projet. Est-ce que c'est pareil que pour les artisans tailleurs? C'est-à-dire que moi, j'ai les premiers clients qui découvrent la grande mesure et qui découvrent l'architecture. Et en fait, on va aller sur un costume bleu ou sur un costume gris. Et puis après, deuxième projet, on va passer sur un costume bleu, sur un costume gris ou sur un costume bleu. Et c'est seulement à la troisième projet que on va faire soit une pièce intemporelle comme un smoking ou une queue de pie ou une veste sport. Est-ce que c'est pareil chez les bottiers et qu'est-ce que vous avez fait quel itinéraire d'élégance de votre client, on va dire lambda, sachant que faire appel à vous, effectivement, c'est déjà approcher l'excellence et retrouver l'excellence. Alors c'est vrai qu'il y a quand les clients qui viennent plusieurs fois, effectivement là on rentre dans un parcours, on rentre dans des projets qui sont de plus en plus un défi, à chaque fois un défi technique, Oui. un défi esthétique, et on n'est pas sûr du résultat, et le client non plus, et on réfléchit, on travaille avec lui, hein, il dit mais qu'est-ce que vous pensez si on faisait ça? Alors je sais pas, j'ai jamais fait monsieur, mais on peut tenter, moi mais voilà, je suis pas un relooker, hein, et voilà, on peut juste lui donner des conseils techniques, et après des conseils d'élégance. Vous disiez tout à l'heure, il y a un certain nombre de règles qu'on suit, et comme on dit, voilà, quand on dépasse les règles, on fait preuve un peu d'imagination, ou de poésie, et parfois ça fonctionne bien. Mais oui, c'est vrai. Vous savez, j'adore les pizzas. J'adore les pizzas. Vraiment, j'adore les pizzas. Je pourrais manger des pizzas tous les jours, mais comme ma femme, pour la ligne, c'est pas terrible, donc j'évite. Mais moi, quand je vais dans une pizzeria, je commande la première pizza que je commande, et ce pendant longtemps, je commande toujours la margarita. C'est la plus simple. C'est la plus simple. Et quelqu'un de ma famille qui est ma belle-famille, une famille un peu éloignée, qui est d'origine italienne, m'a dit dans le fond, la vraie pizza, c'est la margarita. Je cherche pas à comprendre. Et c'est vrai que c'est la pizza la plus simple. Mais je veux dire, quand le pizzaiolo n'arrive pas à faire une margarita, Oui. bah, c'est pas la peine de creuser. Moi, je Oui. change de crèmerie. Et puis, une fois encore, c'est une question de goût. Hein, mais voilà, on Il change fait de pas crèmerie. pizza hawaïenne avec de l'ananas. Ouais, quoi. ouais. Ça, c'est un autre débat. C'est un Mais autre voilà, débat. le client arrive, la première paire, souvent, il se questionne, il dit, est-ce que ça vaut le coup de passer 6 mois, 9 mois avec cet individu que je ne connais pas? Est-ce que ça vaut le coup de mettre ce budget-là? Donc,
Misons sur quelque chose d'intemporel, misons sur quelque chose qui minimise les risques. Allons sur on en reparlera plus en détail après. Allons sur un Richelieu, allons sur un Derby noir. Oui, monsieur. Ouais, effectivement, là, on prend pas de risque. On va le faire. On maîtrise les patronages. Voilà, on connaît nos lignes, on connaît nos formes. Et ça, on va lui faire. Normalement, à l'état d'art, parce que ça, c'est des modèles qu'on maîtrise. Après, il y a la particularité du pied et d'autres détails qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est vrai que la première paire, c'est souvent quelque chose de standard. C'est quelque chose de classique, on va dire. Quelque chose de classique. En tout cas, voilà, on prend pas beaucoup. Il veut pas prendre beaucoup de risques. Et en réalité, moi non plus, j'ai pas envie de prendre de risques parce que s'il me demande une paire de bottes cavalier pour aller faire du cheval, je veux dire, est-ce qu'on peut pas commencer par quelque chose d'un peu plus, parce qu'on se connaît pas, je connais pas votre pied. Je suis pas arrogant au point de prendre un pari fou sur mes capacités à livrer, et voilà, et ça, moi-même, je le guide vers des modèles. On va dire un peu plus classiques, parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre le client, j'ai besoin de comprendre le pied aussi. C'est une équation extrêmement complexe, donc oui. Et après, à la deuxième, il va se lâcher un peu plus sur les couleurs. Pourquoi pas un vert. C'est rare des souliers verts. Un vert, un velours vert comme on a ici, c'est très beau. Un beau velours vert. Et après, on va partir sur des modèles. Moi, un des modèles vraiment fous que j'ai eu, alors c'est un client qui est revenu 3-4 fois. Et à la 4e paire, qu'est-ce que t'as, l'ongle, qui peut me surprendre? Et j'avais acheté, moi j'aime bien acheter des souliers d'occasion, des choses qui ne se font plus. J'aime beaucoup les vieilles chaussures de ski, les vieilles chaussures de ski qui se clipsent, des trucs, mais à l'ancienne. À l'ancienne, là on parle des années 50, et voilà quoi. Et je trouvais ça très beau. Il y avait un côté montagnard. Alors effectivement, on peut pas marcher avec. Il y avait des pantalons de ski norvégiens aussi. Enfin bon, quelque chose où on descendait les pistes en costume, en veste sport. Voilà, il y a cigarette au bec. Cigarette au bec. Et voilà, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? En parlant au client, il fait ouais, mais c'est pas fait pour marcher. On va faire en sorte que ça marche. Et là, on s'est lancé dans un truc. Ça a duré 1 an. Mais ça, et avec un cousu norvégien, on peut reparler techniquement de ce que c'est. Mais alors, je sais pas, il y a peut-être eu, on a peut-être mis 50 mètres de fil, peut-être plus, peut-être 100 mètres de fil, parce qu'en plus, avec une trame qu'on a recherché nous-mêmes. Et là, on est parti sur quelque chose extrêmement audacieux, extrêmement osé, mais là il faut arriver à un niveau de maîtrise. Faut faire confiance à l'artisan, parce que techniquement je pense qu'il y a là, on est quand même et moi je suis très fier, du très haut. On est dans du très haut, et je parle même pas de moi, je me rends pas moi, je mets en avant là mon équipe, David, Guillaume et Arthur, hein, si vous nous écoutez. Là, on est dans du très haut niveau. On était là sur cette paire dans du très très haut niveau de botterie. C'est des années d'expérience. Quand on n'a pas le niveau de David, mon associé dans l'histoire, on ne peut pas livrer ce genre d'objet. Ça nous a pris 1 an. C'était un défi technique, c'était un défi esthétique. Mais quand j'ai vu le client repartir dans un costume flanelle grise, je pense de chez vous en plus. Oui, tout à fait. Avec cette paire au pied, mais oui. Waouh, voilà. On s'est dit, voilà, waouh. Et là, pareil, on est arrivé quelque part. Et là, on est typiquement sur l'élégance classique. Et d'ailleurs, on va l'appeler par son prénom, Nicolas. Est tout à fait dans l'élégance classique, mais en même temps dans casser un petit peu les codes, parce que des chaussures de marche, on va dire pas directement des chaussures de ski, mais des chaussures de marche avec un costume, moi ça me fait penser à Paul Bremer, qui était le proconsul d'Irak américain en 2003, lorsque les Américains ont envahi l'Irak, ont renversé Saddam Hussein, et donc il y avait un proconsul, Paul Bremer, pour pacifier l'Irak, qui, pour montrer aux yeux des médias qu'il était dans l'action, les pieds dans la gadoue, portait un costume avec ses Rangers. Donc, là, on est un petit peu dans ça, et connaissant le client et les amis, effectivement, on est sur une approche allez, on n'a pas peur, on met les pieds dans la boue et on va au combat. C'est un peu ça. Et sentir effectivement cette personnalité, c'est aussi notre rôle.
c'est votre rôle, longue aussi au niveau des souliers, et finalement ça fait plaisir quand on le voit livrer. Ouais, ça fait Alors plaisir quand on parlez-nous va du livrer. cousu norvégien. Ah, le cousu norvégien. Alors là, on va rentrer dans le un débat qui est, Oui, parce que qui est si directement on n'en parle pas technique. maintenant, on n'en parlera jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc le cousu norvégien par rapport à un cousu petit point. Alors le cousu petit point, c'est ce que vous voyez. Alors ce qu'on oui, peut pour voir ceux ici. qui voilà. Hein, je le montre avec mon doigt. Donc Oui, on a la alors couture à la qui radio, passe. à la radio, c'est la couture qui tient la semelle avec le corps du et la trépointe, voilà. Et le corps de la chaussure. Ouais, c'est ça. Donc il y a plusieurs types de. Je me fais traducteur. Hein. Ouais, allez-y. Vous me dites si je me trompe. Et donc il y a plusieurs types de couture. Comme exactement en couture, il y a des points droits et tout ça, donc des points croisés et tout ça. Donc il y a plusieurs types de couture en botterie. Donc il y a notamment le cousu norvégien, Voilà. qui est très particulier. Voilà. Alors le cousu standard, c'est un cousu Goodyear, c'est ça? Alors oui. Non. Et non, alors faut nuancer ce que vous dites. Alors alors, si vous voulez, on va parler de ça avant, puis on viendra naturellement vers le norvégien. Vous entendrez et vous lirez beaucoup dans les blogs le Goodyear versus le Blake. Un Goodyear, Blake, désolé, hein, ça. Alors c'est pas des anglicismes, c'est des personnes qui s'appelaient Goodyear et une personne qui s'appelait Blake, donc du nom des ingénieurs qui ont inventé donc la machine Goodyear et la machine Blake. La machine Goodyear, pour imiter la couture trépointe, Oui, qu'on a vu tout à l'heure. et la couture Blake, bien sûr, on est dans la manufacture, bien sûr, on est dans l'industrie, donc on essaye d'aller vers le plus vite, le plus rentable, dite aussi couture rapide. Je vous ai expliqué tout à l'heure avec beaucoup de difficultés parce que c'est difficile d'expliquer à la radio. Donc la couture la couture Goodyear. Donc on a une trépointe et ensuite on coud la semelle sur la trépointe et après on la passe avec la machine avec le geste que je vous ai montré tout à l'heure. Là on est dans un geste circulaire tout autour de la chaussure. Là on est dans une construction dite Goodyear parce que c'est le nom de la machine, de la manufacture. Sur la partie Blake, en fait on n'a pas de trépointe, on a la semelle. Ouais. Et on va avoir l'aiguille en fait qui va traverser la tige. Imaginez-vous la tige, elle est arrondie comme ça passe par la tige et ça passe par la semelle. Et vous verrez, c'est. D'accord. Donc en fait, c'est directement en fait, il n'y a pas de petite goulotte en quelque sorte. Non, c'est ça. Il n'y a pas la trépointe. Il n'y a pas la trépointe qui est une petite goulotte où il y a justement la couture que vous faites en botterie. La couture trépointe. Et là ça va du coup, ça va encore plus vite sur une machine parce qu'il n'y a pas de trépointe et il n'y a pas de mur. Et donc on va plus vite. Et en amont de ça, alors, à côté de ça, on va dire, on a le cousu humain. Donc on va faire notre couture trépointe sur un vrai mur de gravure. Alors c'est extrêmement compliqué de vous expliquer sans image. Sans image, mais le mur des gravures, c'est un relief qu'on va créer sur la première, c'est-à-dire on va dire sur la semelle, sur la première, voilà, c'est sur la première semelle, on va appeler ça comme ça plus simplement pour nos auditeurs, une sorte de relief qu'on va créer tout autour et sur laquelle on va buter notre haleine pour faire un trou et passer la couture. D'accord. La laine, c'est une sorte d'aiguille. C'est une sorte de grosse aiguille, ouais. Et en industrie, c'est impossible d'avoir ce mur en relief, donc on va venir coller une bande. Et ça va s'appeler un mur allemand. Alors, je ne sais pas pourquoi on appelle ça le mur, peut-être en référence au mur de Berlin. je devrais creuser ce sujet-là, mais voilà, on va poser une toile dessus qui va être perpendiculaire, et c'est sur ça qu'on va coudre la trépointe. Vous entendez un peu le paradoxe de l'industrie, on colle un mur et on coud sur quelque chose de collé. Alors, on rentre dans un paradoxe un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est un raccourci. Sachant que le paradoxe, c'est effectivement de remplacer l'artisanal par quelque chose de plus rapide, mais en même temps qui est moins coûteux, moins pérenne. Ouais, après moins pérenne, mais moins coûteux certes, et c'est vrai qu'on essaye de se rapprocher le plus en plus du geste humain, et c'est vrai que là, et nous quand on parle de couture, on dit je couds trépointe, on coud la trépointe, et ensuite quand on met la semelle, et ça s'appelle le petit point, et ça s'appelle le couture petit point. Donc pas confondre. C'est pour finir.
C'est pour ça. finir en quelque sorte. La couture petit point, c'est quelque chose, et c'est quand on parle de couture à la main, on ne peut parler que de couture petit point. Quand on parle de goodyear, le goodyear étant le nom de la machine, on parle déjà, on est déjà dans une manufacture, dans une usine, et Blake a plus forte raison, parce que alors là, c'est pour aller plus vite que le goodyear. Si on arrive maintenant au Norvégien, là, on va coudre. Donc sur la trépointe. Voilà, sur la trépointe. Là, on va faire, allez, pour faire simple, on va faire une couture latérale, vous voyez, directement contre le mur. Et c'est pour ça que là, on va avoir une couture qui va être apparente, en fait, tout autour D'accord. du soulier. Donc en fait, vous cousez non pas directement sur la semelle, mais sur la base du soulier, ouais. enfin sur la base du dessus du soulier. Ouais, voilà, exactement. Et là, on va coudre directement en fait sur le mur qui va être à l'intérieur. Avec un bon gros fil. Alors le fil, c'est pareil. Alors, faut savoir, hein, dans une botterie. Dans une botterie, on fait tous nos fils nous-mêmes. Hein, et donc, les fils qu'on passe, on les fait en plusieurs brins, en 6, 7, 9 brins. Et pour moi, j'ai beaucoup de plaisir à créer avec David, en fait, le diamètre et l'épaisseur du fil. Hein. C'est oui, comme une corde. Vous tressez, en fait, ouais, vous tressez fine. Absolument, faut tresser. C'est notre poids qu'on cuit nous-mêmes dans l'atelier. Après, je cache tout quand la sécurité du travail arrive. Hein, on dira à personne. Mais on cuit à l'intérieur. Et voilà, c'est notre poids et c'est nos propres fils qu'on tresse. Et j'ai beaucoup de plaisir à dire, tiens, si on les scie en 9 brins, si on les scie en 11 brins. D'accord, il y a un côté corderie. Ouais, absolument. Alors c'est pareil. C'est pareil avec de la poix. Alors c'est pareil que sur les bateaux. Hein. Je ne fais pas de bateau, mais voilà, il y a... D'accord, parfait. On va passer à un petit bobino. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans, avec Benoît Aguelon, et j'accueille Longliu de Les Beaux Souliers. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Oui, nous retrouvons Longliu de Les Beaux Souliers et nous traitons aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de l'accueillir dans le Libre Journal des Artisans, première partie de Benoît Aguelon, sur les itinéraires d'élégance, les souliers. Donc nous étions sur les coutures, différentes coutures de souliers. Vous étiez en quelque sorte, vous avez une sorte d'activité de corderie pour créer vous-même vos fils. Continuons le chemin. Donc la couture norvégienne, qui est très particulière, j'imagine que comme dans l'autre exemple du soulier de Nicolas, de ce fameux Nicolas que nous apprécions, c'est surtout pour les souliers, les souliers un peu mastoc. C'est ça. C'est pour les souliers pour aller crapahuter dans la neige ou dans les forêts. Ouais, à la base c'est ça. Hein. Il y a un côté d'étanchéité. En plus, donc pour bien isoler le pied, surtout quand il fait froid, c'est surtout des souliers assez épais, c'est des souliers assez robustes, assez pâteaux. Hein. On n'est pas dans la chaussure. Chaussures de ville. Citadine. On n'est pas dans la chaussure citadine, un peu fine pour être élégant au bureau, en soirée ou chez soi. Oui, il y a un côté très de robustesse à avoir et ça donne un aspect très pâteau. Moi, j'aime bien jouer avec cette couture parce que sur un soulier un peu fin, sans dire banalisé en fait pour la ville, rajouter c'est un vrai défi de mettre un Norvégien et pour que ça ressemble à quelque chose d'acceptable quand on va au bureau. Un côté, je mélange quelque chose qui est inattendu. Voilà, mélange quelque chose qui est inattendu. Et là, on va jouer sur l'épaisseur du brin. Alors, on va essayer sur un 7 brins, 8 brins, 6 brins. C'est vraiment ce qu'on veut. Et après, on regarde, hein, ça fait des cordes comme des nattes. En fait, oui, hein, comme c'est des ça, nattes. c'est du tressage. Et ouais, c'est du tressage. Et on va regarder et on va tester. On va tester sur un bout de cuir. On dira là, ouais, est-ce que ça nous va là? Oui, ça nous va. Bon, allons-y comme ça. Et après, bonjour le tressage de fil. Et ça prend du temps à poisser. Et ça prend du temps à rouler. Mais ça, voilà, il y a un résultat. Et puis, il y a une satisfaction de défi technique traité et résolu qui est très satisfaisante. Très bien.
On va passer à un autre chapitre. Vous avez déjà fait la transition sur les différents types de souliers et leur utilisation. Alors, il va falloir être très descriptif aussi, puisqu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, peut-être dans les embouteillages, et on pense bien à eux. Donc, on parle de souliers de ville. De quoi on parle ? De quoi on parle ? Alors, on va... Un peu de perspective historique, mais pas trop. Un peu d'évolution. Je veux souligner qu'on va parler ici des modèles de base. On va dire c'est le minimum qu'on devrait exiger d'un homme dans sa garde-robe. Partons du départ. Partons du départ. On parle de la bottine. Voilà. Une bottine. Une bottine. Bon. Donc une bottine, c'est un soulier qui remonte jusqu'à la cheville. Voilà, qui remonte jusqu'à la cheville. C'est un peu moins haut qu'une botte de cavalier, une botte militaire. Et puis c'est un peu comme l'histoire de costumes. On parle souvent des héros de guerre habillés d'une certaine façon, vêtements militaires, banalisés, et on veut ressembler quand même à un héros, mais en ville et dans les conversations mondaines, d'où le cintrage pour donner une silhouette athlétique. Et là, c'est pareil, donc bottes de cavalier. Quand on arrive en ville, on n'a peut-être pas besoin de bottes qui montent super haut et on met 30 minutes pour les mettre et pour les enlever. Enfin, avant, certains avaient des domestiques. C'était autrefois, et puis c'était surtout quand on avait des chevaux et qu'on avait des domestiques pour les mettre. Des domestiques pour les mettre, et puis les rues de Paris n'étaient pas aussi propres qu'aujourd'hui. Oui, quoique ouais. Ça a discuté. ça reste à discuter. Je laisse ça à la... C'est pas le sujet ce soir. C'est pas le sujet ce soir, mais je laisse ce sujet à la sagacité des auditeurs. La bottine, et on la baisse de plus en plus pour avoir quelque chose de citadin. Et avant, le soulier élégant, c'était ça. C'était une bottine. Oui. Parce que les rues, parce que le cheval, parce que les pavés, parce que parfois c'était sale, il pleut. Enfin, c'était un peu toute saison. Et puis il y avait toujours ce rappel un peu militaire. C'est un peu comme le cintrage pour se donner quelque chose, un air un peu guerrier, comme on va dire, une virilité. Oui. On continue l'évolution. Alors après, je ne vous parle pas des différents types de bottines. On va parler des modèles, des grands modèles, des grandes familles de modèles emblématiques, parce qu'après, il y a beaucoup de variantes. Mais ce que je vous ai montré là, pour ceux qui peuvent regarder, ce qu'on appelle une bottine balmorale à mouton. Donc, balmorale, c'est la coupe un peu supérieure qu'on a ici. Arrondie sur le dessus et qui finit plus haut au niveau du talon. C'est-à-dire que vous avez le cuir qui finit plus haut vers l'arrière. Donc ça donne presque une ligne, une ligne dynamique en fait. Ouais, ça donne une ligne dynamique. Et balmoral. On a des boutons. On a des boutons. On peut avoir des balmorales à lacets. Et à boutons, savoir que c'est pour un homme du 21e siècle, c'est compliqué les boutons. Mais j'en connais quelques-uns qui l'ont fait. On a dû trouver une astuce technique à l'intérieur. Oui, un outil pour pouvoir le mettre, parce que finalement, une bottine à boutons, il y a la bouton, il y a les boutonnières, il y a pas de marge de manœuvre, comme pour les lacets. Ouais, il n'y a pas de marge de manœuvre. Pour un homme du 21e siècle, utiliser un tire-bouton pour chausser ses souliers, ça allait quand on ne devait pas prendre le métro pour aller voir ses clients le matin. Ouais. Non, à une époque donnée, on avait un peu plus de temps qu'aujourd'hui. On est sur du, comment dire, pour parler vulgairement, on est sur du velu là. Voilà. C'est-à-dire on est sur du dense, on est sur du grand amateur et amateur aussi de défis techniques pour pouvoir faire ceci. Et seul le sur-mesure peut le faire. Alors, puisque le coup de pied... Alors, soit on a de la chance et on prête à porter, je sais qu'il y a certaines maisons qui proposent, et c'est très beau, d'ailleurs, moi je trouve ça très joli en prêt à porter, mais voilà, il faut avoir le coup de pied, c'est comme les jolis costumes qu'on va en prêt à porter, je veux dire, soit on est complètement dans le canon du patron, soit on ne l'est pas. Tant pis, et effectivement, c'est le coup de pied. Alors le coup de pied. Le coup de pied, c'est ce qu'il y a entre la partie plate et le début du commencement de la cheville. C'est un point physiologique qu'on a sur le dessus du pied. Alors coup de pied, c'est comme le coup. C'est pas le C ou le pied comme le coup de pied au football. C'est le coup comme un coup.
C'est un point très précis, puis il y a une veine qui passe dessus, donc ça peut être très douloureux. Donc moi, je fais très très attention à ce point-là. Enfin, les bottiers font très attention à ce point-là. Et c'est vrai que sur un modèle comme ça, c'est très dur, c'est très difficile à gérer le coup de pied. Et voilà. Et avec une boutonnière, on a trouvé une astuce, mais ça, c'est notre secret. Voilà. Ça, c'est notre secret. On gardera notre secret. On gardera notre secret. Donc, l'Angliude, les beaux souliers ont trouvé un secret pour pouvoir nouer des souliers avec des boutons. Ouais, exactement. Boutonner des souliers. Exactement. Donc, la bottine, effectivement, c'est apparu, effectivement, courant 19e, c'est ça Ouais, voilà. Et quand on parle des souliers qu'on envoie aujourd'hui, on situe ça autour du 19e, évidemment, avec l'époque victorienne. Grande influence anglaise, et évidemment, Édouard VII, qui a posé toutes les règles. C'est le boss. Le boss. C'est le patron. Voilà. Le patron. Voilà. Si on continue vers l'urbanisation, on continue vers du champ militaire aux mondanités des soirées. Donc le soulier de la bottine, on passe au soulier bas. On comprend tout ce que c'est un soulier bas. C'est un soulier où on n'a pas la hauteur. On quitte le monde de la bottine. Et là, j'ai deux grandes familles de souliers. Le Richelieu, que les Anglais appellent Oxford, et le Derby. Alors ça, c'est des que mots les Français appellent Derby. Que les Français appellent Derby parce que on peut pas tout le temps être au top. Oui. On peut définir, alors quand on recherche historiquement, on peut définir ce que c'est une paire d'Oxford et les origines et l'historique. Alors Oxford de l'université éponyme en Angleterre, tous les étudiants un peu chics anglais portaient des Oxford, donc on voit l'affiliation qui est assez naturelle. Le terme Richelieu qui est pour moi, reste un mystère. Je ne sais pas pourquoi on appelle Richelieu. Alors, d'aucuns disent qu'il y aurait un rapport avec le cardinal, mais je vois pas pourquoi, en fait. Et ça, c'est peut-être le cardinal qui a changé peut-être les boucles de ses souliers. Peut-être. Pour mettre des lacets, je sais pas. Mais c'est très mystérieux, c'est très nébuleux pour moi. Comment on décrit Richelieu et Derby? Comment on décrit? Alors ça, c'est une question centrale et essentielle parce qu'on entend beaucoup. Je vais vous expliquer. C'est assez basique, c'est assez simple. Et pour autant, quand je vais chez le dentiste, et quand je regarde les magazines féminins, parce que c'est très féminin, les femmes portent ce type de souliers. Maintenant, les magazines de mode, en fait, mélangent un peu les notions entre Derby, Richelieu et Oxford. Donc, Richelieu-Oxford, c'est la même chose, et après, on a le Derby. Je montre le Derby. Oui. En fait, il faut regarder les œillets, donc les trous, on passe les lacets. Vous voyez là l'empeigne, alors je vais donc le jargon, dessus, donc la cuir, le cuir, la peau qu'on a dessus, on va faire des trous directement sur le cuir, sur toute la chaussure. Voilà, c'est ça. On appelle ça un lassage fermé. Vous voyez, ici on a une sorte de V ici sur l'ouverture des souliers. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je traduis en même temps, c'est que à la base du soulier, de la boutonnière, enfin pas de la boutonnière, mais des lacets. Et effectivement, il y a une forme en V qui va jusqu'au coup de pied, justement. Ouais, qui va jusqu'au pied, puis qui montre l'ouverture, et c'est ça qui vous donne un peu de place. Quand on est sur du sur-mesure, on est sur un V extrêmement fermé, extrêmement fermé. Ajusté en fait. Ajusté, moi j'aime bien. Alors l'excellence, on dit que c'est 5 mm. Il y a beaucoup de chiffres d'or comme ça qui arrivent dans la botterie. Mais en tout cas, faut pas que ce soit un V ou un W. Et ça arrive parfois en prêt-à-porter. Quand on a un coup de pied assez athlétique, assez fort, on va avoir une ouverture qui est très grande. Voilà, c'est-à-dire que l'ouverture ne doit pas faire de vagues, en fait. Voilà, c'est ça. Et quand c'est trop ouvert en V, droite. Ça veut dire que, évidemment, c'est pas... Là, on voit tout de suite qu'on n'est pas dans de la mesure, ou alors ce serait une paire qui est particulièrement loupée. Et c'est à ça qu'on travaille quand on a un Richelieu, en fait, en mesure. Il faut que l'ouverture soit d'un angle, on va dire, raisonnable. Et raisonnable, c'est votre œil qui va le dire. Donc Richelieu, je le montre encore. Il n'y a pas de relief entre le corps, la base de la chaussure,
le plateau, c'est-à-dire le devant, Ouais, dessus, ouais. et la boutonnière, et pas la boutonnière, mais excusez-moi, le lassage. Ouais, c'est ça. Et les trous, on va mettre le lassage. C'est quasiment. C'est la même pièce en voilà, fait. c'est la même pièce. Et les trous sont faits dans la pièce. On passe le lacet à l'intérieur. Et voilà, ça représente un lassage fermé. Quand je vous montre le derby, je montrerai les deux à l'image après. Voilà, on a deux garants qui se séparent et je vais ouvrir le soulier. Je traduis. Ce sont deux empiècements. C'est un empiècement, complémentaire qu'on vient mettre sur qu'on rajoute sur le cuir. Qu'on rajoute et ça fait deux garants, deux rabats. Hein, si on a c'est des rabats. C'est deux rabats. Et tout de suite, on peut imaginer qu'il y a plus de confort dans ce soulier que dans l'autre. Parce qu'il y a plus de marge. Il y a plus de marge, il y a plus de rabat, et notamment par rapport au coup de pied. Et moi, mon conseil par rapport aux personnes qui auraient un coup de pied un peu athlétique et qui se chausseraient en prêt-à-porter, c'est d'aller sur des modèles de derby, et on parlera des circonstances et des contextes dans lesquels on peut porter les derby ou les Richelieu. Mais voilà, on voit tout de suite le côté pratique, on voit tout de suite le côté confort du derby. Je vais remettre les deux ensemble et là on va comprendre. Oui, ça c'est pour nos téléspectateurs, mais pour nos auditeurs, effectivement, on voit tout à fait la différence entre un Richelieu où le lassage est directement sur le cuir de la chaussure d'une pièce, et le derby où effectivement on a un empiècement en plus pour le lassage et qui est constitué de deux rabats. Donc c'est tout simplement ça la différence entre Richelieu et derby. Richelieu et derby, exactement. Ensuite, quand on parle d'usage, quand on parle de l'usage, et je ne vais pas complexifier le propos, alors peut-être pas ce soir, peut-être pas tout de suite, mais là on parle de famille de modèles. Hein, on parle de famille de modèles, on parle de patronage quelque part, mais il faut savoir que dans le Richelieu, on a beaucoup de variantes. Est-ce que je vais avoir un bout ? Là, on n'a pas de bout. Le bout, c'est un bout lisse. En fait, il y a peu de bout. On peut avoir un bout droit. On peut avoir un bout golf. Là, je peux pas vous montrer. On peut avoir des perforations. On peut avoir une fleur. Voilà, il y a beaucoup de variantes. D'ailleurs, j'ai une petite question d'un auditeur. Bonsoir messieurs, vous a-t-on déjà demandé des souliers pour hommes avec des décorations originales, voire un peu provocantes ? Je me souviens avoir vu exposer les chaussures du poète Gabriele D'Annunzio qui présentait deux phallus cousus sur le coup de pied. Un clin d'œil, car il est vrai que les chaussures ont une dimension érotique. C'est ce qu'on avait évoqué lors de notre introduction. Une autre question, qu'est-ce qui fait prix des chaussures ? On parlait jadis du cuir de Russie qui craque quand on marche. Bien courtoisement. Merci, chers auditeurs. Merci pour les questions. Alors la première, oui, on peut jouer. Voilà, on peut jouer avec des motifs provocants, on peut jouer avec des motifs esthétiques, on peut écrire son prénom. Moi, j'aime beaucoup travailler sur la fleur. Alors ce qu'on appelle la fleur, c'est les perforations qu'on met sur sur le devant des chaussures. Sur le devant, là, c'est les motifs qu'on voit, les trous, voilà, les trous qu'on met, les trous qu'on met la fleur, voilà. Et les motifs, on m'a demandé de mettre une tête de mort un jour. J'ai trouvé ça très, très sympa. Au lieu des rosaces un peu traditionnelles, mais j'allais dire, la décoration, c'est entre guillemets, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, donc, une fois qu'on a fini le soulier qui va bien, qu'on voit que ça fonctionne bien, que les plis sont au bon endroit, que le client marche de manière correcte. Après, oui, on peut écrire, on peut tatouer, on peut graver dessus, on peut s'amuser. Voilà, on peut s'amuser de manière provocante. Ou pas. Qu'est-ce qui fait le prix du soulier ? Alors le prix du soulier, la réponse pour un soulier artisanal, elle est très directe, elle est très simple, c'est les heures de travail qu'on passe dessus. Je reviens sur les cuirs tout à l'heure. Alors pourquoi après on va dire oui, mais alors c'est pas vrai parce que si je vous demande un alligator, ça va, le budget va être 2, 3 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, voire vraiment beaucoup plus. La raison, et ça ne contredit pas ce que je viens de dire, c'est encore une fois, c'est l'heure de travail sur un alligator.
on va casser nos aiguilles là-dessus. Oui. Ça coûte cher, de l'alligator. Alors, ça coûte cher, mais en plus, c'est rare, parce que c'est qu'il y a un monopole de certaines maisons qui sont permis d'assécher le marché sur ce type de cuir exotique. On fait attention, et quand on tombe sur une belle peau d'alligator, on fait attention, et donc on redouble d'attention, on fait attention, on passe plus de temps, et il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter au-delà d'aller casser ses aiguilles. Et ça, c'est une réalité. On passe plus de temps, et c'est pour ça, en fait, quand on travaille sur des cuirs exotiques, oui, effectivement, c'est un peu plus cher, ça c'est vrai, mais rien par rapport aux heures de travail qu'on met dessus. Donc, et ça change notre façon de travailler, ça change la tension qu'on met dessus, et donc le volume d'heures est beaucoup plus conséquent. Alors là, il y a une autre mythologie que j'ai entendue, le cuir de Russie. C'est du cuir de renne, en fait. Et c'est du cuir de renne, d'accord. Alors la légende, je répète la légende, c'est un habit bottier, quelqu'un qui a une grande carrière dans la botterie, qui est plus ou moins à la retraite aujourd'hui, me dit oui, alors il y a une histoire, dans une cale, perdu dans un bateau, il y avait un coffre, à l'intérieur, il y avait du cuir de renne. On l'a ressorti, le bateau a fait naufrage, et en fait, on s'est rendu compte que le cuir était impeccable, et on a fait des bottes pour le tsar. Enfin, il y avait une histoire comme ça sur le cuir de Russie. C'est peut-être vrai. Ok, j'allais dire, amenez-moi du cuir de renne et puis on fera une paire de souliers avec. D'accord, mais voilà, il y a, vous savez, le cuir de Russie, ça fait rêver, hein, c'est vrai que ça fait rêver. C'est ça, oui. C'est comme quand on vient me voir, souvent, qu'on parle. La Russie, c'est pas seulement des chaussures avec des chaussures montantes, avec comment on appelle ça, des fermetures éclairs sur côté. Voilà, mais c'est voilà quoi. C'est vrai qu'il y a un côté poétique sur ce qu'on appelle le cuir de Russie. En fait, il y a du cuir de renne. Et c'est vrai que l'aspect est très intéressant. En fait, il y a un aspect boisé dessus. Il y a des stries. C'est très beau. En fait, c'est très beau. Aucun client ne m'a demandé ça. Pas encore. Non, pas encore. J'aimerais bien, parce que là, le défi, c'est d'en trouver. C'est ça. Là, le défi, ça va être d'en trouver. C'est comme l'alligator. Voilà, oui, c'est exactement comme moi, mes boutons de blazer en baculum de morse. Voilà. Donc, ça fait rêver, mais ça me fait rêver aussi. Ouais. Faut pouvoir les trouver. Ouais. Donc là, on a vu effectivement 3 types: la bottine, la Richelieu et le derby. Il y a une infinité selon les lassages, selon la manière dont vous faites les trous et tout ça, qui existe de souliers. On pourrait en faire 3-4 émissions pour chacune des styles de souliers. Vous avez apporté une autre paire pour parler de l'usage, on va dire un usage plus décontracté, ce qui va nous permettre de continuer sur, après avoir honoré la façon traditionnelle, de pouvoir un petit peu cracher un petit peu sur certains usages contemporains. Et c'est la partie la plus marrante, je pense. On verra. Mais oui, alors effectivement, juste pour faire court et pour finir sur le Richelieu et sur le derby, il se dit que le Richelieu est un peu plus formel. Oui. C'est mieux en soirée, c'est mieux au bureau. Et c'est vrai que dans des pays, alors, vous savez, Benoît, moi j'ai été banquier longtemps dans ma vie. Quand on arrive en Angleterre, par exemple, et qu'on se ramène avec un derby marron en pleine semaine, des fois, il y a des vieux banquiers un peu vieille école qui vous regardent d'un œil. Oui, no brown in town. Ouais, no brown in town. Et qu'est-ce que tu fais, jeune homme? Pas de bras en ville. Tu te perds. Ouais, c'est avec un air presque réprobateur. Et le derby, oui, il y a un côté vendredi au bureau. Oui. Voire week-end. Mais ça, c'est sans compter sur d'autres dimensions. Et ça, je pense qu'on pourra faire une émission encore entière là-dessus. Mais dire l'équation du soulier, oui, il y a le modèle qui compte, mais il y a aussi la forme qui compte. Il y a aussi la couleur, il y a aussi le cuir qu'on va choisir. On parle du cuir de renne, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai des formes longues, par exemple. Non, alors sans faire, ça tombe bien, je m'appelle Longue, mais il y a une forme un peu plus longue que peut-être d'autres confrères. Donc ça donne un côté un peu plus, un côté presque poulaine, Poulaine, oui. Très Moyen Âge, très long. Ce que je veux dire, c'est quand on vient avec un derby qui est un peu plus affiné, avec un bout peut-être pas rond, mais peut-être un peu plus en amande ou un peu plus fin ou à facettes, on arrive avec quelque chose avec une allure très très habillée de manière assez automatique. Ensuite, il y a la couleur qui va rentrer en ligne de compte.
Et oui, si je prends un marron, ça fait très week-end. En réalité, ça fait très C'est vendredi. plus décontracté. C'est plus décontracté. Contre noir, c'est plus formel. On se marie avec des paires de souliers noirs. Et après, on peut aller sur d'autres couleurs, sur du vert, sur du bleu marine, sur du rose, du rouge. Faut que ça aille avec le costume aussi. Voilà, Faut que ça aille avec le costume, faut que ça aille avec la tenue. On fait ce qu'on veut. Il y a quand même, faut assumer. Après, faut assumer ses souhaits. En tout cas, faut les faire en pleine conscience. Disons que un Richelieu avec un survêtement, ça va pas. C'est non. Non, là, vous me cherchez. Oui, un peu. Non, là, vous me cherchez. Non, oui, là, alors là, je vais vous renvoyer la balle parce que moi, je vois des personnes et je pense que je suis dans un quartier plutôt bien fréquenté, hein, on va dire ça comme ça. Mais quand on voit un monsieur avec des Richelieu, un pantalon de survêtement et un blazer se balader dans la rue, alors je me dis peut-être il se réveille pour aller chercher son pain, mais en fait non, il va. Alors non, vous savez, il va au travail. Il va au travail. Il va au travail dans le quartier. Donc s'il est dans mon quartier, hein, dans le 17e, dans la rue où je suis. Donc rue Anatole de la Forge. 11 rue Anatole de la Forge. Donc juste en dessous de la place de l'Étoile. Voilà, juste en dessous de la place de l'Étoile. De vos souliers. 333 mètres au levé topographique de l'Arc de Triomphe. Si il travaille dans le quartier, il y a 3 chances sur 4 qu'il soit avocat. Ouais. Oui, non, mais c'est sérieusement, comment dire, faut pas faire ça. Ah, faut pas faire ça, faut pas faire. Si on doit retenir quelque chose, c'est pas de jogging avec des souliers de ville. Mais vous vous rendez compte, le sujet qu'on est en train d'aborder, pas de jogging avec des souliers de ville. Mais même, à l'inverse, j'ai envie de dire, on voit de plus en plus des costumes de ville avec des baskets. Ouais, alors là, voilà. Là, on y arrive tout droit. Mais voilà, quelque part, on est dans une... Il est 19h05, on tape le cœur du sujet, là. Voilà, on tape le cœur du sujet. C'est vrai que... Non, ça c'est vrai. À force de... Oui, c'est comme dans l'art contemporain, l'art moderne, vous voyez, on va... déconstruire. Voilà, on va... Que dire d'un jeune artiste qui va se lancer, que sa première œuvre, c'est un monochrome blanc sur blanc, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça ? Qu'est-ce qu'on peut penser de ça ? On rentre tout de suite dans une sorte de provocation, de message qui dit moi je connais tout, je maîtrise toutes les règles, donc je peux m'en jouer et je peux imposer une façon de voir la vie. Je suis désolé. L'itinéraire d'élégance, il y a un sujet chronologique, il y a un sujet de maturation derrière, vous voyez. Il y a des étapes à passer, d'accord. Déconstruire, moi je veux bien qu'on joue, je veux pas utiliser le terme déconstruit parce que ça, c'est très connoté, surtout en ce moment. Mais oui, l'itinéraire d'élégance, il y a des étapes à passer, il y a une maturation, il y a une construction de goût et les goûts s'affinent avec le temps. Et jouer avec les règles, ça implique déjà une chose fondamentale, c'est de les connaître. Bah oui, c'est ça, de les connaître. Donc, quand je vois un jeune marié ou alors un jeune cadre dynamique sorti tout droit de son école de commerce se ramener avec un costume, on dirait qu'il a piqué à son petit frère tellement c'est court et tellement c'est cintré qu'il n'arrive pas à attacher les boutons. Ou le pantalon à sa sœur. Ou le pantalon, carrément le pantalon à sa sœur, dans une couleur pastel, un pantalon, on devrait dire même en pantacourt, avec des mini chaussettes pour faire croire qu'il n'a pas de chaussettes à l'intérieur de ses Stan Smith, pardon, je fais de la pub, blanche. Oui. À un moment donné... il manque plus que la banane en bandoulière, en fait. C'est ça, oui. Il manque plus que la banane en bandoulière. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire de ça ? Qu'est-ce qu'on peut penser ? Mais qu'est-ce que... Je veux dire, il y a un... Qu'est-ce que ça renvoie ? À quoi ça renvoie ? Il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux dire, il y a 10 ans, 15 ans encore, c'était pas possible de voir ça dans les rues, quel que soit le quartier de Paris. Quel que soit le quartier de Paris. Ou quel que soit l'endroit où on se trouve en province. Donc la question que je pose là, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Et est-ce que vous et moi, on porte une part de responsabilité dans ça ? Je pense que l'industrie de la mode, à force d'avoir une approche constructiviste, a amené à toujours déconstruire. Et effectivement, ce qu'on a vu il y a 10 ans dans les défilés de mode avec les baskets, avec les costumes, apparaît aujourd'hui 10 ans après dans la rue. Ouais, voilà. Et finalement, ces problèmes de la mode, c'est que il y a rien de plus démodé que la mode. Voilà, et ça change, mais voilà. On n'est pas responsable, hein. Nous sommes pas responsables, on est là pour rectifier aussi. On est là pour rectifier. Après, il faut souligner aussi des choses. Je veux dire, il y a ce phénomène-là de costume basket.
dire, dans la rue, on en voit, oui, il y a des jeunes hommes, souvent... Les jeunes hommes, à la rigueur, ils n'ont pas l'éducation. Alors, il y a ces jeunes hommes qui travaillent dans l'immobilier, qui travaillent dans la banque et qui se ramènent comme ça au bureau parce que son collègue fait la même chose et parfois même son chef fait la même chose. Moi, ce qui s'est passé, ça, je voudrais souligner ça. On parlait beaucoup d'Angleterre, donc à l'enterrement de Mother Queen, oui. Notre plus haut représentant, notre président, on peut le dire directement, Emmanuel Macron. Voilà, c'est quand même ramené avec un costume et une paire de baskets. Oui. Et avec un air assez fier de sa tenue. Vous voyez, content. Donc, il y a là, le message, c'était « Je valide cette tenue ». Ravi d'Acrèche. Voilà. Je valide cette tenue. Je valide cette tenue. Exactement comme il y a quelques années, en 2017, lors de ses premières visites d'État, et j'avais relevé sur LinkedIn, et j'avais eu un nombre incalculable de posts, le président s'était présenté en redingote, en jaquette, lors d'un dîner d'État au Danemark, puis en Belgique. C'est-à-dire que perseverare diabolicum. Donc, et alors que la jaquette en anglais, c'est morning coat. Et ça dit bien ce que ça veut dire. On ne porte pas le soir. Et les chaussures, ils portaient des derbies. On ne porte pas de derby le soir. On porte des chaussures noires avec des Richelieu. Voilà. Des Richelieu. Voilà, c'est mieux. On va dire c'est mieux. Et une queue de pie. Pas une jaquette. Et encore là, j'allais dire, il y a une certaine... c'est moins pire. Parce que c'est se poser la question s'il y avait un responsable du protocole. Parce que c'est mais après c'est dommage. Peut-être qu'il a pas lu votre poste et je trouve ça bien dommage parce que quelques années après, voilà ce qui est arrivé. On se ramène à l'enterrement. En plus, je veux dire, on est quand même dans le pays pour qui la tenue vestimentaire, les règles, les protocoles vestimentaires sont extrêmement importants. Absolument. Voilà, et voilà, on arrive à là. Alors quand on a le leader maximo d'un pays qui valide cette tenue, j'allais dire, le jeune cadre dynamique, quelque part on peut lui pardonner, quelque part on peut le tolérer. Après, j'entends l'argument qui va venir assez rapidement, mais on n'a pas 3 000 € à mettre dans une paire de souliers sur mesure chez les beaux souliers. Tout de suite, alors moi j'ai deux réflexions par rapport à ça. La première, c'est on est à peu près 2 fois moins cher que le moins cher de Paris. Ça se tient à le souligner. Et la raison, elle est évidente, c'est que j'ai moins de coûts fixes et j'ai pas une holding avec plein de salariés dedans qui pèsent beaucoup dans mon compte de résultats. Et qui font du marketing. Ils font du marketing, ça c'est un premier élément. Mais ce que je veux dire, c'est que entre une paire sur mesure faite chez les Beaux Souliers ou chez un autre confrère bottier et une tenue, costume, basket, pantacourt, couleur pastel, il y a une distance, il y a un équilibre. Et la distance entre là, une paire artisanale faite par un bottier avec qui vous aurez passé des bons moments, vous aurez passé 6 mois, 1 an, sur lesquels il aura passé des heures et de la sueur sur votre paire en équipe à réfléchir, défaire et refaire, et une paire de baskets achetée, aussi jolie soit-elle, et là je suis pas dans une critique esthétique, je suis juste dans une cohérence de fait par des petits enfants en Asie du Sud-Est, que nous saluons très loin. Je veux dire, la distance entre les deux, ça s'appelle juste, j'allais dire, le bon sens. C'est ça, c'est remettre un petit peu les choses à l'endroit. Mais alors, moi j'ai une question, plutôt qu'une basket, que portez vous, notamment les beaux jours arrivent. Eh bien, vous avez une solution, quelque chose de peut-être un petit peu décontracté, de plus léger, qui peut s'adapter aussi bien au travail de bureau que... Alors, oui, alors il y a j'ai tendu une perche énorme. Ouais, alors oui, mais la réponse elle est plus nuancée que ça, parce que là voilà, on vit quand même, voilà, si on parle de la France, on est un pays tempéré. En hiver il y a la clim, en été il y a la clim et en hiver il y a le chauffage. Oui, bon. C'est pour ça, c'est un peu la même question que vous voyez, est-ce que je peux mettre un costume d'été ou pas? On n'est pas obligé de sortir le lin parce qu'on sait très bien qu'il y a la clim. Mais effectivement, le mocassin, si la perche était, si j'ai bien attrapé la perche, le mocassin, c'est vrai que là on est dans une origine amérindienne de ce qu'il y a quelques d'aucuns disent, toute la légende qui est autour. C'est vrai qu'il y a un côté facile, il y a il y a pas de lassage, et il y a un côté très étudiant. Il y a alors c'est pas la paire que j'ai là, mais souvent
voler la paire très célèbre, et là je vais faire la pub, mais bon, j'ai aucun sujet avec ça. Quand c'est bien, c'est bien. Voler la paire emblématique de Weston, là, son joli mocassin, avec une barrette dedans, ce qui s'appelle les Anglais, les Américains même appellent ça un penny loafer, parce qu'ils mettaient une pièce de penny à l'intérieur de la. Donc une barrette, c'est une sorte de sangle. Ouais. C'est une sorte de sangle voilà, qui va sur le plateau, voilà, de part et d'autre. Et d'ailleurs, je crois que c'était un Italien qui avait mis une sangle. Une sangle un peu qui rappelait un peu celle des souliers de cour avec des grosses. Ouais, et celle-là est très célèbre en plus. Ouais, celle-là est très. J'ai perdu le nom, j'ai perdu la référence. C'est Gucci. C'est Gucci. Ouais, c'est Gucci. Celle-là est très célèbre, oui. Et donc, il y a des choses bonnes à prendre partout. Hein, je veux dire ça. Qui est un peu ostentatoire, mais. Un peu ostentatoire, mais c'est vrai que c'est un modèle qui a eu beaucoup de succès. Bon, j'en porte pas personnellement, mais j'avoue qu'il y a ça fait quelque chose en les voyant. La spécificité de vos mocassins chez Les Beaux Souliers, donc si on peut vous retrouver, c'est sur lesbeauxsouliers.fr, et puis rue Anatole de la Forge à Paris. Pour les Parisiens, c'est 200 mètres ou 133 mètres à partir de la place de l'Étoile, à partir du boulevard Carnot. C'est ça. Alors la spécificité, ce que vous m'aviez piégé sur cette question-là, c'est les mocassins, c'est avec ou sans chaussettes? Alors moi, j'aime bien dire qu'il faut être nu-pied dans ces mocassins, et en plus ça me permet de donner une leçon de français à mes enfants. On marche pieds nus sur la plage et on marche nu-pied dans ces mocassins. Oui, et on peut faire même le combo, on peut marcher pieds nus avec ses mocassins sur la plage. À la main. À la main. À la main. À la main. Et le mocassin, on peut porter en ville aussi, bien sûr. Oui, après, c'est. Et une fois encore, là, on parle des grandes familles de souliers. Faut intégrer dans l'équation d'élégance la couleur du cuir, le type de cuir, le type de forme. Quand on est quelque chose de très rond, très court, comme chez la maison que j'ai citée tout à l'heure, on est sur quelque chose très chic, très bourgeois, très Janson de Sailly, vous voyez, très lycéen qui va passer son bac, hein, c'est vrai. Hein. Et après, il y a des modèles avec des plateaux. Il y a d'autres maisons qui ont issu c'est vrai, de très beaux modèles qui passent tout à fait en soirée. Vous voyez, un beau mocassin noir, bien patronné, bien dessiné, ça passe. Hein, ça passe. Hein. Moi, je trouve que ça passe. Et là, une fois encore, avant d'aller titiller, de jouer avec les limites, voilà. Connaissons les règles. C'est ça. Faut d'abord maîtriser les règles. Voilà. Comprenons-les. Voilà, on va dire voilà, Richelieu, c'est très formel, c'est très soirée, c'est très mariage en noir. Le derby, c'est en marron, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, c'est très vendredi. Et le mocassin, c'est plus le samedi. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont effectivement intéressés sur ces questions-là, je recommande Mode Men de Julien Scavini, donc qui est aux éditions Marabout, qui date d'il y a déjà quelques années, en 2014. Donc Mode Men. Et puis un grand classique de Bernard Rötzel, qui est un Allemand qui sait s'habiller. L'éternel masculin. Donc ça, vous allez pouvoir le trouver, c'est plus réédité, mais vous allez pouvoir le retrouver peut-être dans des solderies ou des solderies sur Internet. Moi j'ai une question sur l'éternel masculin, comme vous venez de dire que c'est un auteur allemand qui l'a fait. Est-ce qu'il y a une photo avec un individu en chaussettes et des Birkenstock ? Non, il y a pas. Il fait partie on aurait pu attendre ça. Hein. D'un Allemand, on aurait pu entendre ça. Exactement comme les bottines avec les zips sur le côté. Eh bien, voilà. Donc, cette émission se finit. Je vous remercie à tous de vos nombreuses questions qu'on n'a pas forcément toujours pu traiter. Et je vous dis à dans 4 semaines. Donc, c'était le Libre Journal des Artisans avec l'Ongle Guilu, Les Beaux Souliers, qu'on retrouve rue Anatole de la Forge à Paris. Merci beaucoup. Bonne soirée.